Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Objectif Cyber, une série de podcasts où la leadership team Capgemini s'entretient avec des acteurs clés du marché public ou privé pour apporter un éclairage sur les différents aspects de la cybersécurité. Je suis Jeanne Heuret, vice-présidente cyber chez Capgemini et j'aimerais discuter aujourd'hui d'un sujet clé qu'est la continuité d'activité d'une entreprise en cas d'incident ou de crise cyber. Et pour cela, je vous propose d'échanger avec Nicolas Picard, responsable de la continuité d'activité chez Crédit Agricole Groupe Infrastructure Plateforme, CAGIP. Bonjour Nicolas. Bonjour Jeanne. Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel est ton rôle ? Alors, mon rôle au sein de CAGIP, donc Crédit Agricole Groupe Infrastructure Plateforme, est en fait le chef d'orchestre de la continuité d'activité en tant que responsable du plan de continuité d'activité de CAGIP. CAGIP, qu'est-ce que c'est ? C'est la filiale informatique du groupe Crédit Agricole. Ça représente à peu près 80% de la production informatique du groupe Crédit Agricole. Et à ce titre, donc, on doit décliner la politique générale de continuité d'activité qui est donc édictée par le groupe Crédit Agricole et qui consiste à décrire toutes les mesures pour répondre aux différents types de sinistres. On en a 5 qui sont définis par le groupe Crédit Agricole, et donc de pouvoir répondre à ces sinistres avec un plan de secours informatique, par exemple, ou un plan de repli utilisateur, selon les cas de sinistres. Et puis, j'ai aussi en responsabilité le processus de gestion de crise et le suivi des plans de continuité d'activité de nos fournisseurs essentiels externalisés. Et c'est quoi un peu les scénarios de risque sur lesquels tu travailles ? Alors, comme je disais, on en a 5 au sein du groupe Crédit Agricole sur lesquels on travaille ardemment. Donc, on a 2 qui concernent vraiment le système d'information de la banque, du Crédit Agricole, donc qui sont plutôt portés sur le système d'information, donc tout ce qui est en data center, donc à la fois la perte physique du data center ou la perte de données logiques du SI. Et ensuite, on en a 3 autres qui sont plutôt portés sur l'utilisateur ou son environnement. Et finalement, dans tout ce que tu décris, on n'entend pas forcément le mot cyber ou sécurité. Est-ce que... donc, j'imagine que tu traites les deux, que la cyber, ça peut être l'une des causes de ces scénarios-là. Est-ce qu'il y a une spécificité ? Est-ce que c'est une majeure ? Alors, c'est vrai que là, de plus en plus, avant les entreprises telles que nous, on était très axé sur l'indisponibilité physique d'un data center, donc tel que c'est arrivé pour OVH à Strasbourg, donc la perte physique d'un data center. Mais dorénavant, le risque, il est vraiment côté cyber suite à une attaque, donc de type ransomware ou autre, ou CryptoLocker. Et là, ça viendrait surtout impacter soit les données de notre SI, donc les rendant indisponibles, soit des fuites de données. Et on aurait aussi un impact sur les postes de travail. Donc là, ce que je vous décrivais tout à l'heure comme étant l'indisponibilité massive des postes de travail qui gênerait pour beaucoup toutes nos entreprises clientes. Et donc d'ailleurs, au Crédit Agricole chez CAGIP, si je ne me trompe pas, la continuité d'activité est bien positionnée au sein du centre cyberdéfense. Organisationnellement, vous êtes quand même rattaché à cette thématique-là. Alors en fait, depuis peu, on est rattaché effectivement au centre cyberdéfense donc du groupe Crédit Agricole, au sein de ce qu'on appelle chez nous les socles. On a été avant dans une fonction bien transverse, rattachée différemment. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux conditions. Mais là, pour traiter spécifiquement des cas d'indisponibilité massive des postes de travail ou d'indisponibilité logique du SI, c'est vrai qu'on est au cœur des équipes qui traitent tous ces sujets-là et qui sont les premières défenses face à ce type de risque, donc qui est de l'intrusion ou de la perte de données ou du CryptoLocker, des CryptoLockers qui viendraient empêcher l'accès aux données. Donc du coup, on travaille de concert avec les équipes opérationnelles telles que le SOC ou autres. Et je reviens un tout petit peu là sur les scénarios que tu évoquais. Finalement, c'est des choses un peu classiques qu'on peut retrouver d'une entreprise à l'autre. Est-ce que tu vois une spécificité dans le secteur bancaire ou tu vois quel est l'impact du métier pour lequel tu travailles sur ton activité finalement ? Alors, je pense que ce soit dans le secteur bancaire, on a à peu près tous les mêmes contraintes et les mêmes écueils et les mêmes problématiques. Après, la différence est que ce sont des axes qu'il faut travailler, des risques qu'il faut travailler en fonction de nos métiers. Donc nous, les métiers de la banque ont des spécificités vis-à-vis
voilà, de l'État français pour maintenir, quel que soit le type de scénario, le pire, par exemple une attaque étatique contre la France, effectivement, il faudrait qu'on fasse perdurer le système bancaire français. Et donc, du coup, on a les mêmes risques que les autres banques et on a les obligations auprès de nos superviseurs tels que la BCE. Après, une entreprise telle qu'une usine ou autre, où je pense ont les mêmes risques, mais par contre, pas les mêmes métiers. Donc, eux, ça serait plutôt sur un impact sur la chaîne de métier, la chaîne d'usine, par exemple, de montage qui pourrait être impactée. Mais voilà, les scénarios, je pense, sont les mêmes. Mais par contre, les risques et les problématiques métiers sont différentes. Ouais, c'est l'impact l'impact pour les clients même de l'entreprise, en fait, qui va changer. Et j'ai peut-être 2 questions qui sont liées plus à des tendances, entre guillemets, soit technologiques, soit d'entreprise, là, mais on a beaucoup de clients qui nous parlent de fraude interne ou qui ont un peu la peur de la malveillance interne d'un collaborateur qui partirait avec des données, qui ferait du chantage, etc. Est-ce que ça, dans tes activités de continuité, c'est quelque chose que vous considérez plus que le reste? Est-ce que c'est une vraie tendance ou est-ce que c'est juste une peur Alors, oui, ça reste une peur parce qu'en fait, une malveillance interne, selon les droits de l'utilisateur qui ferait une malveillance interne, ça pourrait être très dangereux et très problématique pour nous parce que un administrateur, par exemple, aurait accès à beaucoup de données et à beaucoup d'éléments structurants de notre infrastructure. En revanche, on l'étudie pas d'une manière plus spécifique parce que jusqu'à maintenant, la probabilité elle est plutôt sur des attaques de type externe et pas plutôt interne. Mais par contre, dans nos exercices de crise, typiquement, c'est ce qu'on étudie de temps en temps. Et c'est ce qui donne aussi, généralement, suite d'audits ou à des rétextes sur des crises effectivement cyber, de bien avoir la séparation des rôles entre un administrateur et puis, par exemple, il va gérer une base de données et ça sera une autre équipe qui s'occupera de la sauvegarde pour s'assurer une séparation des droits. Et comme ça, on prend moins de risques à ce niveau-là. Et en fait, ça me fait penser là à ce que tu dis. J'ai l'impression que vous vous préparez très bien d'un point de vue IT, mais finalement, quand tu as de la fraude interne ou si tu te retrouves en situation de crise, etc., il faut quand même beaucoup travailler et préparer les RH, la communication. Oui. Comment tu sens, alors pas forcément que chez Cagip, mais peut-être en général sur le marché, un peu le niveau de maturité des fonctions support pour gérer des crises cyber? Là, c'est tout notre enjeu, en fait, justement, de l'entraînement. Et c'est pour ça qu'on mène de nombreux exercices de crise et on n'implique pas que uniquement l'IT. On essaie vraiment d'impliquer nos métiers, nos fonctions transverses, telles que les RH, par exemple, ou le DPO pour tout ce qui est l'analyse des protections des données. Et donc, du coup, on s'entraîne énormément et justement pour améliorer notre communication avec eux. Et si je prends l'exemple du groupe Crédit Agricole, on participe aussi à tout ce qui est exercice de place robustesse, donc l'exercice Banque de France. Et donc là, on a vraiment tous les métiers de la banque qui sont concernés. Et donc, ça nous permet aussi de roder notre discours face à ce type de scénario qui serait catastrophe et d'adapter notre communication et nos méthodes de communication parce que forcément quand on discute avec un métier il faut avoir un peu le langage qui va bien donc il faut adapter notre façon d'annoncer les choses et les éléments factuels de l'IT qui sont pas forcément compréhensibles pour le commun des mortels. Voilà, si on ne fait pas un peu d'explication derrière. Ouais, en fait, vous avez beaucoup de dispositifs qui vous permettent de vous entraîner et encore une fois, pas que au niveau technique, quoi. Aussi avec des cellules directionnelles. Tout à fait. Et en fait, ça m'amène à une autre question qui est comment vous impliquez vos partenaires ou prestataires dans ces exercices-là et peut-être plus largement dans un cas de un peu généralisation du move to cloud ou accélération du move to cloud, est-ce que tu vois un peu ton métier ou ces sujets-là évoluer dans le temps? Alors, pas suffisamment encore. On a encore beaucoup de travail là-dessus. On a beaucoup d'outils de communication qui sont externalisés maintenant ou qui sont en cours d'externalisation. Donc là, il faut vraiment qu'on travaille de concert avec eux parce que les risques sont déportés. Avant, on avait beaucoup de systèmes qui étaient ce qu'on appelle on-premise, donc sur site chez nous, dans nos data centers. Maintenant, on a de plus en plus de services tels que Office 365 ou autres qui sont externalisés. Et même si
ils nous apportent un bon nombre de garanties. Il faut quand même qu'on les audite et qu'on mène des exercices avec eux pour voir comment on réagirait en cas de corruption, soit de notre SI, soit de leur SI. Donc, on a vraiment un gros travail à ce niveau-là à mener avec eux. Et ça, c'est dans les mois, années à venir qu'il faut qu'on travaille là-dessus. En fait, ça change peut-être pas le rôle du responsable de la continuité d'activité, mais ça vous positionne plus en prescripteur-auditeur que en rempart ou finalement ceux qui déploient vraiment les mesures opérationnelles de protection, quoi. Tout à fait. Et puis là, c'est vrai qu'on a beaucoup de communication avec nos experts parce qu'ils connaissent bien leur environnement. Là, c'est tout autre chose. Il faut vraiment aller interroger les experts chez Amazon, chez Google et autres pour justement adapter aussi nos solutions et nos réponses à ces différents scénarios que je citais précédemment. En partant du principe que c'est faisable et que tu as l'accord de l'entreprise en question pour les auditer. C'est pas évident parce que c'est des gros, si permettez-moi l'expression, des gros mastodontes et c'est pas forcément facile. Nous, on n'est pas grand-chose pour eux. Hein. Ils ont énormément de clients. Mais voilà, c'est vraiment un risque qu'il faut que l'on mène parce que vis-à-vis de nos entités bancaires, type LCL, Crédit Agricole ou autres, en fait, nous sommes les garants de cette sécurité, de cette continuité d'activité et de leur service. Et du coup, c'est nous qui portons cette responsabilité-là. Donc, il faut que, entre guillemets, on s'assure que nos prestataires essentiels suivent le mouvement et si on ait le même niveau d'exigence avec eux qu'avec nous, et voilà, pour garantir les continuités d'activité de nos clients. Super, merci beaucoup. J'ai 2 questions avec lesquelles on termine toujours les podcasts. Là, la première question, c'est quel est le rôle d'une entreprise comme Capgemini sur les sujets de continuité d'activité pour toi ? D'accord. Alors Capgemini, pour nous, sur la partie résilience, elle a vraiment un rôle d'expertise. En fait, on fait appel à Capgemini pour justement apporter toute cette expertise et cette vision un peu stratégique de la résilience, parce que vous êtes en collaboration avec bon nombre d'entités du même secteur ou même de secteurs différents. Et donc, nous, ça peut nous apporter des nouvelles idées, des nouveaux points de vue ou des nouvelles façons de travailler ou d'aborder un sujet. Donc là, on compte beaucoup sur Capgemini à ce sujet-là. Et puis aussi, vous êtes acteur principal un de nos partenaires principaux au sein de Cagip pour tout ce qui est la production au quotidien. Donc, vous jouez aussi un rôle dans la continuité d'activité au quotidien. Dans les activités de run, en fait. Dans les activités de run, tout à fait. Ok, très clair, merci beaucoup. Dernière question, ce qu'on appelle la question next. On anticipe un petit peu l'avenir, on se dit qu'on est en 2030. Ce sera quoi si tu es toujours à ce poste-là, ton principal défi ou les évolutions de ton rôle de RPCA ? Alors, je ne sais pas encore où je serai en 2030, mais ce qu'on peut voir venir, c'est effectivement, on a quand même des gros sujets autour de l'énergie actuellement et autour du climat. Ça risque de ne pas aller en s'arrangeant. Donc, en tout cas, il va falloir être moins énergivore et être le plus RSE possible. Parce que toutes ces conditions-là font que ça va amener des crises climatiques, d'une part. Donc, on risque d'avoir des fortes chaleurs, des forts risques de risques climatiques. Et puis, on va avoir aussi des problèmes d'énergie, je pense. Donc, du coup, ça va amener forcément dans tout ce qu'on peut voir un peu en anticipation des risques de migration de population, des risques de manque de matières premières, des choses comme ça, ce qui vont déstabiliser bon nombre de pays. Et ce qui peut amener après entre guillemets, soit dans le pire des cas, des guerres, soit des conflits qui vont amener son lot aussi sur la cyber, parce que tout ce qui se passe généralement dans le monde réel, forcément dans le monde virtuel, il y a aussi une forte probabilité qu'il y ait des risques pour nous, donc des conflits qui se règlent entre guillemets sur Internet. Et donc de déstabiliser un pays, on peut déstabiliser le système bancaire, c'est l'un des axes majeurs. Donc du coup, on a un fort risque là-dessus, et puis on a ce risque qui est, si on continue à consommer l'énergie telle qu'on le fait maintenant, on a un risque sur
il faut absolument qu'on puisse diminuer notre consommation énergétique dans nos data centers. Donc ça, pareil, ça va influencer la résilience. Parce que la résilience n'est pas forcément synonyme de RSE d'un premier abord. Parce que quand on redonde des serveurs, quand on redonde toute une infrastructure, ça coûte 2 fois plus d'énergie. Donc il va falloir aussi trouver des moyens pour contourner ça, et tout en garantissant un certain niveau de résilience. Ok, donc finalement, ce que je retiens un peu dans ce que tu dis, on verra si c'est une tendance qui se confirme, mais potentiellement, on passe d'une situation où on était plutôt sur des scénarios d'attaque par des hackers qui avaient soit une recherche d'argent, soit de démonstration de performance, vers des enjeux qui vont de plus en plus être géopolitiques, de la déstabilisation étatique, etc. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous le rappelle, ce podcast fait partie de la série Objectif Cyber, des échanges organisés entre la Leadership Team Capgemini et des personnalités importantes de la cybersécurité. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, à très bientôt.